D'abord, je tiens à remercier, lorsque la première fois que j'ai rencontré un Français venir présenter quelque chose au Québec, il avait dit « Je salue mes cousins ». Alors, de la même façon, j'aimerais saluer mes cousins. Et je tiens à remercier le comité organisateur de nous offrir la possibilité de présenter nos recherches depuis 2009. En vérité, on lit sur des choses depuis 2005, mais on travaille intensément ensemble depuis 2009 sous la direction de Joanne Patnaud, qui est ici dans la salle, parce que je représente aussi le groupe de recherche Internels et ce que je vais présenter, ce sont surtout des travaux avec Georges Legault, éthicien bien connu au Québec, et Joanne Patnaud, tous deux de l'Université de Sherbrooke. Moi, je suis un peu autochtone, puisque je suis de l'Université du Québec à Chicoutimi, c'est-à-dire au nord de Sherbrooke, à 400 km plus au nord de Sherbrooke. Alors, ce que je veux présenter aujourd'hui, c'est le contexte de l'innovation robotique dans lequel se déroulent nos recherches, présenter les buts de nos recherches et montrer comment nous analysons la complexité de la question de l'acceptabilité, débouchant sur une approche interdisciplinaire par le moyen du dialogue. Et puis, les défis dialogiques à surmonter que nous rencontrons habituellement lorsque nous faisons nos recherches. Alors, nous, dans le contexte de l'innovation robotique, il y a deux trajectoires qui nous intéressent. Il y a celle de l'humanisation du robot, notre ami nous l'a présenté un peu tout à l'heure, et l'humanisation du robot sert aussi à la robotisation de l'humain, ce que nous appelons des cyborgs. Alors, je vais passer assez vite pour ce qui est du contexte de l'innovation robotique. Ce que je vais simplement dire, c'est que les médias actuellement font apparaître des images de robots humanoïdes, des robots soignants, des robots d'assistance militaire, des robots compagnons, des robots interactifs, des images de robots ayant un cerveau biologique comme le robot Gordon qui a été développé par Warwick. Ensuite, des images de nanorobots injectés dans le sang pour livrer des médicaments et combattre le cancer dans la nanomédecine future. Nous avons d'ailleurs deux étudiantes au doctorat, Marisol Poirier et puis Vanessa Chenel, qui s'intéressent aux questions éthiques découlant des nanorobots. Alors, la deuxième trajectoire de l'innovation robotique, c'est celle de la robotisation de l'humain, c'est-à-dire de l'intégration humain-machine, qui questionne l'être humain d'ailleurs depuis 1942, avec Norbert Wiener, qui avait écrit un livre sur cybernétique et société. Et le vrai titre était « L'utilisation humaine de l'humain ». Titre assez curieux, mais il voulait simplement dire l'utilisation éthique de l'humain lorsqu'on cherche à répliquer des machines qui copient un peu l'humain. Alors, l'intégration machine, c'est aujourd'hui une question importante au sens que la miniaturisation des composants robotiques favorise le développement de l'intelligence artificielle et puis des prothèses. Ce que n'avait pas vu Asimov aussi en 1942, il écrit dans une de ses autobiographies qu'il avait prédit bien des choses, mais il n'avait pas pensé à la miniaturisation des robots à ce moment-là. Alors, le problème, évidemment, c'est l'incorporation d'implants robotiques, prothèses puces, nanorobots dans le corps humain. Les cyborgs définis comme des patients errants ayant reçu des prothèses connectées au système nerveux central, on prévoit qu'ils deviendront plus présents qu'ils ne le sont actuellement. C'est l'image d'une personne ayant eu un bras électronique qui fait partie d'une recherche à l'Université de Chicago. Alors, mais que nous réserve l'avenir des avancées en matière de robots et des prothèses de cyborgs? On parle beaucoup de l'obligation, sommes-nous? Hein? Nous verrons-nous
dans l'obligation d'accepter ce développement technologique imposé par la loi du marché? Ou encore, aurons-nous le pouvoir d'orienter démocratiquement ce développement technologique? Pourquoi devrions-nous accepter ce développement? Pourquoi le développement de la robotique soulève-t-il de plus en plus la controverse sur son acceptabilité éthique? Bien, l'humanisation de la machine pose question et elle est liée aussi à la robotisation de l'humain. Donc, et la machine devient semblable à l'humain et l'humain devient semblable à la machine, ce qui remet en question les représentations de l'identité humaine. Est-ce qu'un robot est humain? Est-ce que la machine est humaine? Alors, on a présenté tout à l'heure Ishiguro. C'est une image, la deuxième ci-dessus, dessous de Ishiguro, montrant l'image de lui-même, indiquant que plus le robot est construit à l'image de l'humain, plus la frontière entre l'humain et le robot se brouille. Comment? Bien, d'abord par la conceptualisation anthropocentrique du robot, par le développement de l'intelligence artificielle, par la création de peaux artificielles permettant au robot de percevoir le toucher et la chaleur, par la fabrication de robots capables de percevoir et de simuler des émotions via des systèmes sensoriels. Chez nous, aux instituts d'innovation en robotique, on parle de désir des robots. Je posais la question, est-ce que le robot peut avoir un désir au sens lacanien? Il y a aussi la mise en place de systèmes d'apprentissage. Alors, ce sont tous des recherches qui se font actuellement. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est du développement. Actuellement, aux États-Unis, on a monté un schéma dans Moral Machines. On cherche à prévoir le développement de robots à partir de ce schéma-là sous deux axes. Il y a l'axe de l'autonomie du robot et l'axe de la sensibilité éthique du robot. Évidemment, aujourd'hui, vous voyez, on voit la ligne, nous sommes au tout début. Donc, l'autonomie du robot, elle est assez basse, mais on cherche à la développer de plus en plus, mais on sent que l'autonomie du robot va se développer plus vite que la sensibilité éthique du robot. Mais il reste que la question est fort importante. Plus le robot va devenir autonome, plus en même temps, il doit être éthiquement, disons, au niveau de ses comportements, acceptable. Alors, comme l'avait prédit Asimov en 1942, l'innovation robotique cherche à rendre le robot plus acceptable en prenant l'humain comme modèle. Donc, prendre l'humain comme modèle fait partie du truc pour rendre le robot plus acceptable. Elle vise à construire les meilleurs robots selon notre nature et même des robots plus humains que les humains selon la perspective humaniste. Ça se fait, ce développement, dans le domaine militaire. Est-ce qu'un robot, imaginez qu'un robot tue un humain, on a déjà de la misère à accepter qu'un humain tue un humain, mais là, si un robot tue un humain, les questions deviennent encore plus chaudes. Pour ce qui est de la robotisation de l'humain, les prothèses des cyborgs qui émergent du développement ont aussi des impacts sur la représentation de l'humain biologique en tant qu'être distinct de la machine artificielle. Déjà, Wiener, en 1942, parlait de débiologisation de l'être humain. La même question se pose en 2013. Maintenant, dans ce contexte-là, quels sont les buts de nos recherches? D'abord, nous, ce que nous cherchons à faire, c'est d'offrir les outils nécessaires au traitement de l'information en vue d'éclairer les meilleurs choix sociaux pour réduire les risques et augmenter les impacts positifs en amont de ce développement-là. Juste une petite parenthèse pour nous. Je vais prendre, Joanne, seulement 15 secondes pour expliquer les choses. C'est que qu'est-ce qu'on entend par éthique au Québec? C'est que pour nous, l'éthique, ce n'est pas la morale. La morale, c'est plutôt une imposition de règles ou de devoirs. Donc, on dit souvent chez nous que la morale fait pression
Pour nous, l'éthique est expression. Alors, nos travaux cherchent à exprimer les impacts pour réduire les risques et pour augmenter ce qu'il y a de positif, c'est-à-dire les bénéfices, avant que le développement se développe, c'est-à-dire qu'il progresse de plus en plus. Ensuite, nous cherchons à produire une approche interdisciplinaire, c'est-à-dire que cette approche, c'est l'approche dialogique, condition nécessaire pour orienter démocratiquement le développement de la robotique. Ensuite, quels sont nos concepts? Évidemment, nous distinguons 3 concepts. Le concept d'acceptation renvoie au fait d'accepter. Actuellement, la société tolère ou pas l'innovation robotique, qui se fait souvent en exagérant l'acceptation des produits offerts au public, sans poser des questions sur les impacts de ces produits sur l'humain. Il s'ensuit un conflit incessant entre les technophiles et les technophobes. Il y a aussi la notion d'acceptabilité sociale. Ça renvoie surtout à la maîtrise des usages. On pense que l'innovation robotique sera durable si elle se base sur des études cherchant à prédire l'utilisation qui sera faite des nouveaux produits en faisant miroiter les impacts positifs sur l'humain. Nous, ce que nous cherchons, ce que nous avons comme horizon, c'est surtout l'acceptabilité éthique. Pour nous, l'acceptabilité éthique signifie que l'innovation robotique se développe d'une façon responsable, en éthique, si elle cherche à éclairer les choix sociaux à partir d'une analyse globale d'impact, c'est-à-dire une analyse pas seulement des risques, mais aussi des impacts positifs et d'acceptabilité. Donc, nous, actuellement, nous travaillons avec des ingénieurs et les ingénieurs sont en dialogue avec nous pour essayer de rendre plus concret cette notion d'acceptabilité éthique et nos travaux vont surtout dans ce sens-là. Alors ici, vous avez, nous sommes en train de développer une grille interdisciplinaire d'analyse qui est fondée sur ce cadre conceptuel qui comporte 3 moments. D'abord, une analyse d'occurrence, donc une analyse des probabilités que les impacts se produisent. Une analyse d'impact qui se fait en 2 temps. D'abord l'analyse de risque et ensuite l'analyse d'impact positif, où l'inverse est aussi vrai, sur des enjeux. On a pris le modèle chez les ingénieurs qui construisent des barrages et qui doivent faire une analyse de risque avant de construire un barrage. Et nous faisons un peu le même cheminement, c'est-à-dire que nous cherchons à comprendre les impacts sur des enjeux, comme l'être humain peut être en jeu, quels sont les impacts sur les enjeux, comme la santé, la liberté, la vie privée, etc. Et puis, un coup que nous avons analysé les impacts sur les enjeux, nous faisons une analyse d'acceptabilité éthique, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a un risque que le développement est inacceptable. Le risque, on peut l'assumer. Donc, le risque peut devenir acceptable, mais il s'agit de le réduire tout en augmentant les impacts. Alors, nous faisons des évaluations à partir de standards ou d'arguments moraux ou encore de pondérations dialogiques. Notre processus d'analyse se divise en 3 moments. Nous l'avons exposé dans certains ouvrages. L'idée, c'est 1. La détermination des impacts sur des enjeux, l'évaluation des impacts à partir des valeurs qu'on va retenir et la pondération des jugements finaux d'évaluation en vue de la décision. Nos orientations visent à trouver des réponses démocratiques, puisque ça se fait en dialogue, entre les différents acteurs du développement technologique, y compris le citoyen. Alors, nous dialoguons non pas sur des règles, mais sur les valeurs, ce qui motive les gens, sur les valeurs recherchées, ce qui a pour avantage d'ouvrir l'univers de la co-construction du sens que nous voulons partager, de tenir compte que tout choix humain consiste à trancher des conflits de valeurs en accordant des priorités de valeurs sur d'autres. Le choix des valeurs sont toujours en situation, c'est-à-dire en contexte, à chaque décision de développement des technologies parce que
le développement sur des cas concrets ce n'est pas toujours le même questionnement qui se lève. Les choix de valeurs permettent de justifier l'acceptabilité éthique des impacts positifs et des risques sur les représentations de l'identité humaine. Je dis ça ici parce que ce qui, moi, personnellement, m'intéresse, ce n'est qu'un volet du groupe de recherche Internels, ce sont les impacts sur les représentations de l'identité humaine. Et les choix, lorsqu'ils sont traités en dialogue, favorisent le vivre ensemble, c'est-à-dire la paix, du moins dans notre groupe et dans nos sociétés. Quelles sont les difficultés que nous avons à surmonter lorsque nous faisons des analyses d'impact et que nous cherchons à pratiquer ensemble le dialogue? Alors, on a analysé 4 difficultés dialogiques. Il y a la difficulté que provoque le débat entre humanistes et transhumanistes, le débat que vous connaissez très bien en France. Il y a le débat des conflits d'évaluation basés sur les arguments moraux que nous avons rencontrés surtout dans la revue Nanoéthique. Il y a aussi le débat sur la globalité des enjeux, qu'on verra tout à l'heure. Et il y a aussi la question, c'est ce que je me suis fait dire lorsque j'ai présenté un projet de recherche des impacts des robots sur les représentations humaines. On m'a dit, est-ce que tes recherches vont être mises à la portée du grand public? Et j'ai dit oui, évidemment, pour que les recherches soient subventionnées. Mais ce n'est pas de la blague, on cherche à vulgariser nos choses. Alors, le problème, c'est que nous rencontrons dans le débat entre humanistes et transhumanistes, c'est les prises de position radicales. Nous avions, en 2009, proposé un schéma montrant que lorsqu'on prend des positions radicales, vous voyez surtout cela par la flèche en bas et les lunes. J'avais construit les lunes sous le thème de Dark Side of the Moon, une chanson bien connue de Pink Floyd. Il y a les riscophobes qui ont tendance à faire ressortir tous les risques qui sont inacceptables et à ce moment-là, lorsqu'il n'y a que des risques qu'on fait ressortir d'une façon dramatique, il n'y a pas de dialogue. Et d'un autre côté, on peut faire ressortir seulement des impacts positifs, ce qui choque encore plus les technophobes. Alors, il n'y a pas de dialogue non plus. Nous, au groupe Internels, nous essayons de développer un dialogue où il y a du noir et du blanc et nous cherchons autant que possible dans le développement responsable à faire jaillir le blanc tout en essayant de minimiser le noir, mais sans se cacher qu'il y a du noir. Les pistes de solutions dans nos travaux pour dépasser les positions radicales des humanistes et des transhumanistes, ce que nous proposons, c'est de sortir du débat idéologique de prise de position sur des grands principes, sur ce qui sont des concepts traditionnels a priori de l'humain biologique ou de concepts de l'humain amélioré, parfait, immortel chez les transhumanistes. Et surtout de partir des contextes particuliers pour les évaluer à l'aide des valeurs que nous partageons. Nos travaux publiés, nous avons 3 articles qui ont été publiés sur cette difficulté-là, 2 articles dans la revue Nanoéthique et puis un article dans la revue Dialogue au Canada. Il y a le deuxième problème dialogique qui sont les conflits d'évaluation basés sur 7 types d'arguments moraux. Je vais les citer, vous allez les reconnaître. Il y a l'argument métaphysique de la nature et de la nature humaine, l'argument kantien de la dignité humaine, l'argument aristotélicien de la vie bonne, l'argument conséquentialiste, l'argument de la liberté absolue sur sa vie, l'argument par les droits, l'argument de justice et d'équité. Alors, ce sont les 7 types d'arguments que nous avons retracés à partir d'une étude de textes. Nous avons analysé, nous avons commencé par recenser tous les textes dans la revue Nanoéthique. Nous en avons retenu une vingtaine. Et les arguments ici qui ressortent sont les arguments d'une analyse d'une vingtaine de textes et de plusieurs autres textes
aussi aux États-Unis. Pourquoi les arguments deviennent-ils conflictuels? C'est parce que normalement, dans les revues, anormalement ou normalement veut dire d'une façon constante, nous retrouvons trois composantes qui ne sont pas expliquées. Alors, dans chaque argument moral, on peut comprendre qu'il y a un énoncé. Alors, l'énoncé de l'argument moral, lui, spécifie la règle imposée à la conduite humaine. Par exemple, l'argument de la nature, c'est « tu respectes la nature biologique humaine ». Tu as l'aspect légitimation, donc c'est le fondement de la connaissance justifiant l'autorité de la règle. Et puis, l'aspect pratique, qui est le raisonnement permettant d'appliquer la règle à un cas particulier. Étant donné que ces trois éléments-là ne sont pas clarifiés, ça produit des difficultés. Nous avons fait ressortir 4 difficultés principales. D'abord, lorsque les éléments ne sont pas clarifiés, eh bien, les mots deviennent ambigus ou vides. L'ambiguïté de l'argument ou du mot-clé dans l'argument qui sert d'évaluation implique que le même argument peut servir pour ou contre le développement des nanos, de l'amélioration humaine. Exemple, la dignité humaine peut être vue comme on ne touche pas à l'être humain comme fin, mais aussi on peut dire que la dignité, c'est la liberté humaine. Alors on peut dire aussi qu'au nom de la dignité, liberté, autonomie, on peut favoriser le développement des robots. L'autre difficulté, c'est la difficulté d'appliquer l'argument à une situation particulière. Que veut dire il faut respecter la dignité humaine lorsque nous développons des robots. L'autre difficulté, c'est l'incapacité de fonder l'argument. Quel est le fondement de la dignité humaine? Quel est le fondement de la nature humaine? Nous ne trouvons pas de réel débat dans les textes actuellement qui vont justifier l'un ou l'autre des arguments. Chacun ne parvient pas donc à convaincre l'autre que son argument est le meilleur. Et puis, évidemment, bien, il arrive aussi l'inefficience de l'argument dans notre société. Quelles sont les pistes de solution? Montrer qu'à chaque argument correspond une valeur, que chaque valeur ou ces valeurs peuvent entrer dans notre processus d'analyse globale d'impact et d'acceptabilité éthique, ce qui donne le tableau suivant. Vous avez à gauche les arguments moraux que nous avons retenus et nous avons identifié des valeurs correspondantes. C'est juste ici, c'est l'idée de sortir de la règle imposée et d'aller surtout du côté de l'expression des valeurs. Et puis, dans le groupe de discussion ou de dialogue, il s'agit d'établir les critères comme base du jugement de l'acceptabilité éthique. Et c'est là qu'est le nœud de la discussion. Quel est le critère de la dignité humaine? Quel est le critère de la nature humaine? Alors, nous avons aussi des articles qui cherchent à expliquer tout cela. La troisième difficulté, c'est le débat entre ce qu'on appelle les EHS et les ELS contre les E3LS, parce que nous sommes un groupe Internals qui essayons de développer l'acceptabilité éthique selon les E3LS. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'évaluation dans nos sociétés actuelles s'élabore en droit sur des enjeux EHS, économie, santé et sécurité. C'est pourquoi les enjeux toxicologiques des nanoparticules en nanotechnologie occupent une si grande place. Les enjeux éthiques, légaux et sociaux, ELS, ne sont pas pris en compte dans la régulation étatique et sont soumis à la loi du marché. Mais en France, le débat national sur les nanotechnologies et les avis éthiques de la Commission de l'éthique, de la science et de la techno au Québec demande que la régulation étatique tienne compte de l'ensemble des enjeux ELS et non pas seulement des EHS ou des ELS. C'est pour cette raison que nous parlons d'une analyse globale d'impact sur les E3LS, c'est-à-dire économie, éthique, environnement, loi et société. Alors, nous avons un article qui est sous presse, pas un article, mais un chapitre de livre qui est sous presse actuellement
pour présenter cette difficulté dialogique-là. Et comment mettre à la portée du grand public les résultats de nos recherches? L'idée, c'est de favoriser chez le public l'appropriation d'outils d'analyse globale d'impact et d'acceptabilité sur les 3 LS, d'utiliser ces outils afin qu'ils génèrent à leur tour un dialogue avec les acteurs. Nous avons vulgarisé notre méthode. L'an passé, les presses de l'Université Laval nous avaient demandé de produire un livre pour le 20e anniversaire de la mort d'Asimov. Et on représentait les presses à ce moment-là. Et puis, avec Georges Legault et puis deux ingénieurs, on a produit un livre. Et il était question d'appliquer notre grille d'analyse d'impact sur la littérature d'Asimov, et ça l'a produit le titre. Vous voyez, sur la tête du robot, l'éditeur a pensé de mettre E3LS. On était contents. Nos objectifs dans ce livre-là, c'est montrer en quoi la science-fiction d'Asimov permet de situer les impacts sur les enjeux E3LS du vivre ensemble avec des robots et des cyborgs, que les progrès aujourd'hui laissent présager quant à leur acceptabilité éthique, montrer en quoi la morale de la robotique d'Asimov, donc les 3 lois plus la loi 0 d'Asimov, permet de comprendre les défis de construire la raison pratique d'un robot moral et aussi de clarifier nos propres jugements sur l'acceptabilité éthique du développement technologique. Et puis, on avait demandé à nos 2 ingénieurs chez nous de montrer ce que l'on peut retenir de la faisabilité du robot éthique ou moral, qui applique la morale pour penser l'acceptabilité éthique du développement des robots technologiques aujourd'hui. Voilà, grosso modo, le panorama de nos recherches sur l'acceptabilité éthique.